Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce temps de parole sur Quasi FM, le 106.9 et sur KTV. Samuel, on reçoit Jacques Martial-Henry. On va parler notamment avec lui de la question des PMI. Jacques Martial-Henry, bonjour. Bonjour Sam, bonjour Flo. Je ne peux pas m'empêcher à chaque fois de citer votre insigne du BSMA que vous portez toujours avec autant de fierté. Moi je suis triste et je suis en deuil cette année parce qu'il n'y aura pas les portes ouvertes du BSMA pour raison d'état d'urgence selon tout état de cause. Je suis déçu. Ça vous peine aussi ? Oui, je suis très peiné parce que moi je connais personnellement la qualité de formation dispensée au BSMA et cette vocation à insérer les jeunes mahorais. Que si cette année il n'y a pas de journée porte ouverte, c'est très triste. Oui. Parce que BSMA fait la fierté de Mayotte. Oui. Ça, on est bien d'accord. En attendant, vous êtes sur ce plateau pour un sujet qui est très très grave. Alors vous avez été président de la commission des affaires sociales en tant que conseiller général de Mamoudzou III lors de la précédente mandature au conseil général. Les PMI, c'est un sujet que vous connaissez et aujourd'hui la situation est absolument catastrophique. Quel est le regard que vous portez sur cette situation ? Oui, effectivement, cette situation est très difficile, d'autant plus que les PMI remplissent une mission très sensible, celle d'accueillir des enfants jusqu'à l'âge de 6 ans, mais aussi des femmes enceintes. Et c'est une activité très sensible et que lorsqu'on se trouve dans cette situation, il est très difficile d'accepter ça. Vous savez, moi, quand j'ai été vice-président chargé de l'action sociale et de la santé, sur l'action sociale, je me connaissais un peu parce que j'ai été quand même président d'un groupement d'intérêt public qui avait comme mission de favoriser l'insertion des jeunes en difficulté. Tout à fait. Sur la santé, je ne me connaissais pas très bien, mais j'ai eu la chance d'avoir eu un père qui a suivi l'évolution de la santé à Mayotte et qui connaît un expert sur l'évolution de la santé à Mayotte. Et qui s'est battu pendant des années et des années pour que l'AME, l'aide médicale d'État, puisse être impliquée à Mayotte. Dans la région, et effectivement, j'ai pu apprendre très vite cette situation. Je me suis déplacé et par contre, je regrette qu'il n'y a pas ici de passation de pouvoir. Que l'ancien vice-président chargé de la santé et le nouveau puissent se voir pour discuter sur les dossiers. Et j'ai essayé de sensibiliser Issa Abdou sur cette affaire, mais rien à faire. Il a voulu lui aussi exister. Et je savais qu'il allait droit au mur. Et, premièrement, c'est parce qu'il n'y a pas l'aide médicale d'État qui s'applique à Mayotte. Le Conseil général perd 12 millions d'euros par an. C'est ça. Juste parce que 80% des personnes qui sont suivies par les PMI n'ont pas de couverture sociale et ne sont pas éligibles au remboursement par l'assurance maladie. L'aide médicale d'État étant la sécurité sociale des étrangers. Voilà. Et puis après, il n'y a pas aussi la couverture maladie universelle complémentaire qui permet aux personnes qui touchent moins de 9 000 euros par an à pouvoir bénéficier de l'aide de l'État. Et tout ça fait perdre au Conseil général 12 millions d'euros par an et fait perdre au CHM, d'après des calculs que j'ai pu faire, c'est 140 millions d'euros par an au CHM. Et d'ailleurs, nous sortons des élections présidentielles. J'ai toujours défendu l'application de l'extension de l'aide médicale d'État à Mayotte. Or, François Fillon voulait la supprimer sur le plan national. Donc là, il n'y avait aucune chance que ça s'applique à Mayotte. Et je me demandais comment ça se fait que le vice-président chargé de l'action sociale, qui connaît très bien, et de la santé, qui connaît très bien cette problématique à Mayotte, mais aussi les républicains qui participent aussi qui cautionnent
cette idée de supprimer l'aide médicale d'État alors que nous devons demander l'application de l'aide médicale d'État à Mayotte. Sans l'application de l'aide médicale d'État à Mayotte, il n'y a rien à faire. Deuxièmement, c'est l'affaire liée à la compensation par rapport à la Constitution. J'allais y venir. Oui. Voilà, la Constitution, c'est l'article 72.2, alinéa 3 de la Constitution qui oblige l'État à compenser. Et ça, c'est le président du Conseil général qui doit saisir le Conseil d'État. Mais l'État compense, il compense, mais à hauteur de 4%. Non, c'est même pas, parce que la compensation doit être évaluée. Doit être évaluée. Il y a une commission d'évaluation à chaque fois. Oui. Il n'y a jamais eu d'évaluation pour cette compensation. Un vice-président chargé de l'action sociale et de la santé peut très bien crier haut et fort que nous voulons cette compensation. D'ailleurs, je me souviens, un jour, j'étais dans un débat télévisé chez vos confrères de Maïd Première avec Insa Abdou et j'ai parlé de cette saisine du Conseil d'État pour qu'on puisse compenser. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Vous aviez été président de la Commission des Affaires sociales. Non, il n'y a que le président du Conseil général qui peut le faire. Qui peut le faire. Si le président du Conseil général ne le fait pas, il n'y a rien à faire. Il n'y a que le président du Conseil général qui est habilité à engager juridiquement et financièrement l'institution. Si le président du Conseil général ne saisit pas le Conseil d'État pour que le Conseil d'État condamne l'État à compenser, il n'y a rien à faire. Voire même sur l'ASE, pour moi, ce n'est pas une compensation. Il n'y a pas eu une évaluation. Non seulement il n'y a pas eu d'évaluation, mais aussi ce qui a été octroyé par l'État n'a pas permis de compenser ce que le Conseil général a payé pendant toutes ces années, mais a obligé un budget annexe ou dans un premier temps, c'était un groupement d'intérêt public. Donc, je crois que nous assumons des responsabilités et nous devons être très sérieux dans nos relations et dans la gestion des affaires que la population... Jacques, excusez-moi, je vous coupe, mais comment pouvez-vous expliquer que Ahmed Atoumani Douchina, qui le premier a pris la responsabilité des PMI, après Daniel Zahedani, aujourd'hui Ibrahim Sobahaddine Ramadani, ne saisissent pas le Conseil d'État parce que ça leur coûte un bras? C'est ça le problème. Pourquoi? Parce qu'ils sont ce qu'ils sont. Ici, nous aimons des élus comme ça. Il faut se dire la vérité. Nous aimons des élus comme ça. Ici, vous voulez mener une action à terme, vous voulez... alors que, moi je me souviens, j'étais à La Réunion quand il y a eu les affaires de rythme scolaire. Vera Poulet, qui est maire de Saint-André, a saisi le Conseil d'État. Ici... malheureusement, la population aime des élus comme ça parce que la population, elle est comme ça. Jacques, donc bon, on a les élus qu'on mérite, si j'ai bien compris. Cela dit, là, il y a une véritable urgence. Alors, selon vous et selon votre expérience, comment on s'en sort? Il n'y a plus de sage-femme, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de matériel, il n'y a rien. Écoutez, en 2015, le FEDER a lancé un appel à projet et a inscrit 10 millions d'euros pour la réhabilitation des PMI. 2015, juin 2015, ouais. C'est-à-dire 3 mois après notre départ du Conseil général. D'accord. Juin 2015, pour un délai de 1 mois, c'est-à-dire fin juillet 2015, le Conseil général devait présenter un dossier pour la réhabilitation des PMI. 0 dossier. Or, il n'y a que le Conseil général qui pouvait prévaloir à ces 10 millions d'euros pour réhabiliter les PMI. 0 dossier présenté par le Conseil général pour réhabiliter les PMI à Mayotte. Oui. Je crois que nous avons une situation dramatique. Mais là, maintenant, pour s'en sortir, on fait quoi? Qu'est-ce qu'il faudrait faire, là, maintenant? Je crois que nous sommes dans une situation d'urgence et j'ai l'intime conviction que si les patients qui seront lésés par cette affaire-là saisissent le tribunal, alors là, le Conseil général, le président engage personnellement sa responsabilité. Moi, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, ils doivent se regrouper en urgence pour voter un budget en conséquence pour pouvoir pallier à ces problèmes. On ne peut pas accepter que ce soit les sages-femmes ou les infirmiers ou les agents des PMI qui vont eux-mêmes acheter des savons, qui vont eux-mêmes acheter... ces choses-là pour pouvoir effectuer leur travail. Je me souviens d'ailleurs, on a un problème aussi avec le DGA Saïf. J'ai toujours demandé à ce que ce DGA soit dégagé de... Bon, aujourd'hui, il n'occupe plus de PMI, mais on a mis quelqu'un d'autre qui ne connaît même pas l'affaire. Or, Dr. Aben est la personne
qui connaît très bien la situation des PMI à Mayotte. C'est cette personne-là qui devait être nommée DGA pour assumer cette mission. Ça serait la première chose. Quand j'ai été élu vice-président chargé de l'action sociale et de la santé, il y a le CHM, avec l'intermédiaire de mon père, qui m'a signalé le problème lié au vaccin. Les vaccins n'étaient pas bien conservés à Mayotte. On a pu faire en sorte à ce qu'on a installé une unité de conservation de vaccins à Kaweni et une unité de conservation de vaccins à Dembeni. L'État voulait nous donner 600 000 € par an pour acheter des vaccins parce qu'il y avait des enfants par rapport à cette couverture sociale où des parents ne l'avaient pas, donc ils voulaient nous accompagner. Mais j'ai été déstabilisé à plusieurs reprises juste pour signer une convention avec l'État pour avoir les 600 000 € pour acheter des vaccins. Par le DGA ou par le président de l'époque ou qui ne suivait pas. Mais c'est difficile. Lorsque vous avez des DGA qui refusent d'avoir des relations avec le CHM, qui refusent de discuter, voire même d'avoir des relations avec les agents, c'est difficile. Ces agents travaillent difficilement. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que des discours. Je crois que le Conseil général doit débloquer les fonds d'urgence parce que c'est un problème lié à la santé publique. Des enfants qui sont suivis jusqu'à l'âge de 6 ans pour détecter s'ils ont une évolution physique, intellectuelle ou normale pour pouvoir les orienter, mais aussi des mères de famille enceintes qui sont suivies. Et je crois que nous avons pris des responsabilités, nous devons être très sérieux dans les engagements que nous avons. En attendant, on peut tirer toujours sur l'ambulance Issa Abdou, Issa, le 4e vice-président en charge des affaires sociales aujourd'hui, mais tout de même, il y a le plan pluriannuel d'investissement qui prévoit la rénovation, la reconstruction, la réhabilitation totale des PMI. C'est bien. C'est déjà une belle avancée. Mais en effet, ça n'apporte pas le fonctionnement. Je ne tire pas sur Issa Abdou. Je suis aujourd'hui satisfait que la réalité le rattrape. Parce qu'au début, quand on lui expliquait cette situation, lui, il ne voulait que exister. Mais aujourd'hui, il a constaté que cette affaire est beaucoup plus sérieuse qu'il ne le croyait. Le plan d'investissement sur les PMI, c'est depuis notre époque que nous avons délibéré sur ces PMI-là. C'est à ce titre que nous avons construit la PMI de Ouangani, que nous avons construit la PMI de Mtsamoudou, que nous avons construit, que nous avons réhabilité beaucoup de PMI. Mais je rappelle ici qu'en juin 2015, il y a eu un appel à projet du FEDER de 10 millions d'euros pour réhabiliter totalement les PMI à Mayotte. Je constate à mes dépens que le Conseil général, l'actuelle majorité, n'a présenté aucun projet. En conclusion, Samuel. Ouais, je vais vous poser une question que je vous ai déjà posée, mais je voudrais que vous y répondiez parce que cette fois-ci, c'est les auditeurs qui la posent. Je pense qu'ils n'ont pas entendu ce que vous avez dit ou pas compris ce que vous avez dit, mais pour moi, ça me paraît vraiment important que vous répondiez. Alors, l'auditeur dit, il y a toujours une part de vérité chez Jacques Martial, mais pourquoi en étant au pouvoir, il n'a pas réussi sa mission ? Il faut qu'ils comprennent, je n'étais pas le président du conseil général de Mayotte. Là, les gens doivent comprendre ça. Dans un conseil général ou dans une mairie, il n'y a que le maire ou le président du conseil général qui décide. Vous êtes juste le conseiller du président. Oui. Vous voyez Benissa qui est vice-président chargé des finances. Est-ce qu'il avait été suivi quand il a demandé que les 60 millions d'euros soient injectés en investissement pour pouvoir relancer l'activité économique? Le président du Conseil général ne l'a pas suivi parce qu'il n'y a que le président du Conseil général qui est habilité à fixer un point à l'ordre du jour. Et parfois même le président du Conseil général n'écoute pas l'élu, mais il écoute directement son technicien. C'est pourquoi nous vivons dans cette situation de frustration. C'est pourquoi moi j'ai toujours revendiqué que l'élection du président du Conseil général doit se faire au scrutin de liste sur l'ensemble du territoire. Parce qu'il faut qu'il y ait, si vous êtes élu à Mtsamboro, l'autre élu à Hakwa, l'autre élu à Beni, chacun a ses affinités, chacun avait son programme, et que vous gouvernez ensemble, c'est sûr, vous n'arrivez pas à vous écouter entre vous. Et ça, en tout cas, j'ai pu faire en sorte à ce qu'aujourd'hui, on parle du social et de la santé au Conseil général. Jacques Martial Henry, merci beaucoup. On n'a évoqué que le cas des PMI aujourd'hui. On aurait dû évoquer le cas de la DSP, mais ce sera un autre sujet, un autre thème, parce qu'on va le faire évoluer. Et vous aurez aussi votre temps de parole là-dessus. Si j'ai l'autorisation de ma chef, je répondrai à cette question sans aucun gêne. Merci beaucoup. C'était le temps de parole de Jacques Martial Henry.